Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir pour cette première conférence au RENT qui aura comme thématique le marché de la construction. Quel levier prioritaire pour accroître la production? Bienvenue à toutes et à tous. Pour répondre à ces questions, on aura le plaisir d'accueillir et d'écouter Julie Derougeau, qui est présidente d'Alzei, Norbert Fanchon, qui est le président du directoire du groupe Gambetta, Quentin Épinay, qui est entrepreneur et président de Basile et aussi président du comptoir immobilier suisse, qui nous offrira aussi un regard international. Et enfin, Cédric Delestrange, président d'Axe Immobilier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis donc très heureux de vous accueillir. Et pour commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous poser une question ouverte qui est quels sont selon vous les principaux défis auxquels le secteur de la construction, quel qu'il soit, quel est le défi auquel le secteur de la construction fait face dans le contexte actuel? Et je vous propose de commencer par vous, Julie. Quels sont les principaux défis du secteur? Bonjour, merci Adrien de cette invitation. Je suis ravie d'être devant vous ce matin. Donc, moi, je préside le groupe Alzei, qui est un groupe de promotion immobilière. Qui a une vingtaine d'années, qui est historiquement spécialisé plutôt dans les locaux d'activité, les villages d'entreprise, villages d'artisans, et qui fait également du logement depuis une dizaine d'années. On travaille en France métropolitaine et on a la particularité également d'être le premier promoteur à La Réunion. Voilà. Petit peu d'exotisme. Sur le logement, on est principalement basé en Île-de-France et on travaille surtout la thématique du logement abordable, qui soit vendu finalement à des accédants à la propriété ou à des bailleurs sociaux, comme ça a été le cas récemment. Peut-être avant de parler des défis, peut-être un constat aujourd'hui sur le marché de la construction neuve en logement. On assiste depuis plus de 2 ans maintenant à un effondrement de la production. On avait atteint, je parle du logement collectif, les 120 000 unités. On était en deçà des 90 000 en 2023 et je pense qu'on va encore baisser malheureusement en 2024. Les derniers chiffres de l'AFPI montraient que si on compare trimestre par trimestre, on était encore à moins 10% de la production de l'année dernière. Mais en fait, ce n'est pas... Moi, ce que je considère une crise de la demande, c'est une crise du financement de la demande. Ce qui est venu finalement arrêter net quasiment cette production, c'est l'incapacité que nous avons collectivement à financer nos clients, puisque les taux d'intérêt ont considérablement augmenté. Et pour vous donner, alors ça recommence à baisser, c'est une bonne nouvelle, mais pour vous donner un ordre de grandeur, au plus haut, entre les taux, on va dire 2021 et les taux 2023, ça équivaut pour un client particulier, cette hausse des taux, à une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 20 à 25%. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est gigantesque. Et dans le marché de la construction neuve, nous, ce qui fait le prix du logement, c'est en fait principalement le prix du foncier et les coûts de construction et la rareté du foncier d'un côté et l'inflation de l'autre font que ce prix de revient ne baisse pas. Et donc, absorber 20% de baisse de prix, ça voudrait dire construire à perte, ce qui n'est pas l'objet d'un promoteur, donc ce qui n'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer le mécanisme. Donc en fait, la demande, elle est toujours là. Enfin, je veux dire, tous les rapports le montrent. Évidemment, pas partout, et c'est un des enjeux, c'est qu'il y a des endroits où il y a trop de logements et des endroits où il n'y en a pas assez.
Mais malgré tout, cette demande, elle n'est pas finançable. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la baisse des taux, on recommence à avoir des accédants à la propriété qui sont à nouveau finançables. Les banques sont vraiment à nouveau reparties, je dirais, de manière volontariste sur le financement des clients et notamment des primo-accédants. Donc ça revient timidement. Ces dernières années, on travaillait plutôt avec des bailleurs sociaux qui, eux, ont continué à avoir des besoins importants, alors qu'ils n'ont pas su juguler totalement la baisse, comme je vous le disais. Mais voilà, on a une reprise que je qualifierais de... Je vais rester prudente parce que c'est très récent, mais une petite reprise qui a besoin d'être consolidée, évidemment, mais qu'on constate quand même à travers nos chiffres quand on interroge la FPI, quand on interroge nos principaux confrères, on sent tous ce frémissement avec plutôt un frémissement du côté du logement abordable, c'est-à-dire, pour faire simple, en Île-de-France, parce que c'est le marché que je connais le mieux aujourd'hui, sur des prix qui ne dépassent pas, on va dire, 4 500, 5 000 euros du mètre carré. Donc, ce qui signifie que le marché aujourd'hui, il est plutôt situé à la périphérie, c'est-à-dire entre la première et la deuxième couronne, que dans l'hypercentre, avec des logements plutôt à destination des familles. Alors, quels sont pour moi les principaux enjeux? J'en donnerai deux. C'est justement comment est-ce que nous, promoteurs, on peut travailler avec des partenaires commercialisateurs, des partenaires financiers pour travailler sur d'autres modèles, à la fois d'autres produits, repenser le logement. Le logement, c'est un produit qui est très normé aujourd'hui à travers notamment tout ce qui est code de la construction, mais aussi tout un tas de normes qui pèsent aujourd'hui sur la géométrie, sur les matériaux. Donc je crois qu'il y a un vrai retour à l'usage, finalement. C'est qui notre client? Quel usage a-t-il de ce logement? Qu'est-ce qui est absolument indispensable dans le logement? Qu'est-ce qui peut être au contraire mutualisé? Donc ça, c'est sur le sujet du produit. Et puis il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui également sur finalement le mode de financement et le mode de détention. En France, tout le monde rêve d'être propriétaire et on a finalement deux mécanismes, le mécanisme de la location, le mécanisme de la propriété pleine et entière. Mais on pourrait avoir, c'est le cas à l'étranger, tout un panel qu'on peut appeler de quasi-propriété, d'usufruit, qui en fait est très courant aujourd'hui quand on travaille avec des bailleurs sociaux. On a tout un tas de dispositifs. On peut penser au PSLA. Donc, je laisserai mes confrères PSLA, petit jargon, BRS, bail réel solidaire, qui sont des systèmes d'accession finalement progressive à la propriété et dont on doit pouvoir trouver un équivalent dans le logement privé, mais ça ne se fera pas, je pense, sans une intervention publique, notamment pour trouver des modes de portage du foncier qui permettent d'alléger la charge, je dirais, du coût du foncier dans le prix global du terrain. Donc pour moi, ça c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est celui du développement durable. Ça coûte plus cher d'avoir des bâtiments excessivement performants, même si aujourd'hui, avec la RE, les nouvelles réglementations énergétiques, on est vraiment sur des bâtiments neufs, en tout cas très, très performants. Malgré tout, il faut qu'on fasse attention dans cette période
compliqué à ne pas renoncer à nos ambitions. Et là, c'est aussi à travers l'innovation, hein, et notamment l'innovation technique, qu'on va réussir à poursuivre la production à la fois de logements abordables, mais également durables. Merci, Voilà, merci beaucoup, Julie de Roujoux. Norbert Fanchon, j'aimerais également que vous nous présentiez, selon vous, les défis et les enjeux du secteur de la construction. Et en préambule, évidemment, rappeler à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est le groupe Gambetta. Bonjour à tous. Donc, le groupe Gambetta, on est promoteur. Nous, on fait que du résidentiel, donc pas du tout d'activité. Du résidentiel en accession à la propriété aussi. Ça, vous allez l'entendre et le réentendre dans les mois à venir. Et en locatif social. Donc, on a à peu près 5000 logements en patrimoine et on fait à peu près 600 logements par an en Ile-de-France et dans les métropoles. Notre particularité, c'est qu'on est organisé en coopérative. Donc, ce sont les salariés qui font l'actionnariat de l'entreprise. Ce qui veut dire que dans une période chahutée telle qu'on la connaît, ça peut donner un peu de sens et de visibilité. Pour rebondir sur ce que vient de dire Julie et une priorité, un objectif, quand on parle de crise immobilière aujourd'hui, en fait, 250 000 logements. Retenez ce chiffre, parce que en fait, la dernière fois que vous l'avez entendu, vous n'étiez pas né, parce que ça date de 1950. En France, on va construire 250 000 logements neufs en 2024. Il faut remonter à 1950 pour retrouver un chiffre aussi bas. Donc, quand on parle de crise immobilière, on ne parle pas... on est promoteur, on a gagné beaucoup d'argent, on est agent immobilier, on a eu un métier facile, on a gagné plein d'argent. Oui, on a bossé et effectivement, on arrive à une période difficile. Mais cette difficulté, et c'est ça le premier enjeu pour moi, c'est avant tout une difficulté économique. Quand on passe de 420 000 logements par an à 250 000, c'est à peu près les chiffres. Quand on parle d'1 200 000 transactions et on en discutait avec Adrien tout à l'heure, il y a 6 mois, vous pensiez que vous feriez entre 800 et 850 000 transactions. On voit que la FNAIM est en train de baisser le chiffre en dessous des 800 000. Donc c'est en ça où le terme crise, c'est avec un grand C. Hein, on n'est pas en train de plaisanter. Ben, c'est un défi économique. Et ce défi économique, il est pour les Français, c'est ce que rappelait Julie, et comment on fait pour refaire de l'accession à la propriété. Mais en fait, il est avant tout pour l'État et les collectivités locales. Si vous avez suivi l'actualité, le président des départements a déclaré qu'il avait beaucoup de peine parce que les collectivités locales avaient perdu 6 ou 7 milliards de droits de mutation cette année. Ben, nous aussi, on a eu beaucoup de peine parce qu'on a perdu à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a réadapté, licencié, coupé nos entreprises de 30%. Qu'est-ce que souhaite le président des départements? Il souhaite qu'on augmente les droits de mutation. Donc, en fait, quand on est confronté à une crise, on a été, nous, acteurs, obligés d'agir. Ça n'a pas été facile. On a appris dans la douleur. Ben, moi, ce que j'attends, c'est que les collectivités locales comprennent la difficulté, soit considèrent que l'immobilier est une richesse pour les collectivités locales, pour l'État. On peut parler de la TVA et du manque d'activité économique quand on perd 170 000 logements, ou à ce moment-là, si on dit que ce n'est pas une richesse, eh bien que l'État s'adapte et adapte les services que fourniront les collectivités locales aux Français. En fait, assume son choix. Le choix qu'a fait l'État depuis 2017, mais surtout depuis 2022, c'est d'arrêter de soutenir la filière, toute la filière. Ben, il y a des conséquences aujourd'hui. Elles sont économiques et c'est pour moi le premier sujet. Maintenant, il y a un choix politique à faire ou pas. Merci beaucoup Norbert Fanchon. Cédric Delestrange, vous êtes président d'Axe Immobilier. J'aimerais également vous entendre sur les défis et les enjeux. Présenter d'abord Axe Immobilier, en plus nous offrir un peu cette vision plus globale du marché. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Oui, plus global peut-être parce que Axe Immobilier est un promoteur multiproduit. Donc nous avons une vision qui concerne le logement neuf, les reconversions, et je vais en dire un mot parce que je pense que c'est important de savoir sur quel foncier on va travailler dans la période à venir. Et puis qu'on est historiquement un promoteur qui a 30 ans aujourd'hui, qui est plutôt venu du monde du redéveloppement, en bureau, en logement, et qui a 3 branches, une partie promotion, une partie maîtrise d'ouvrage et une partie maîtrise d'œuvre, ce qui est plus rare chez les promoteurs, mais qui est lié à notre modèle et à notre forte attention à la qualité.
Alors, j'aurais tendance à dire qu'on a deux défis, un défi qualitatif et un défi quantitatif. Le défi qualitatif, depuis des années, on le voyait uniquement sous l'angle d'améliorer la performance énergétique et d'améliorer la soutenabilité du parc immobilier global dans tous les domaines. Et il y a eu des progrès dans le neuf, et évidemment, il faut le temps pour traiter le stock. Mais j'ai tendance à dire qu'il y a d'autres défis. Il faut aussi reconstruire la ville sur la ville, comme on l'a dit souvent, mais reconvertir et accélérer le fait de pouvoir utiliser la ville de manière plus intense. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, sans obstacle administratif, sans difficulté de PLU ou de PC qui ne sont pas accordés, pouvoir utiliser les immeubles existants, cette source de foncier, pour pouvoir demain redévelopper dans les centres-villes. Et ça, c'est l'enjeu. On va être dans la période du ZAN, on ne développera plus dans des zones neuves, on redéveloppera. Donc ça, c'est le premier, et on en parlera si vous voulez, parce que je pense qu'il y a des endroits, il y a des zones qui ont vocation à être totalement changées de destination et totalement changées d'habitants, si j'ose dire. Et puis, il y a un enjeu quantitatif qui est l'enjeu du logement. Norbert a fait un coup d'œil dans le rétroviseur historique qui est assez effrayant, et je suis d'accord que nous sommes vraiment dans un point bas, et nous sommes dans une crise peut-être plus longue que ce qu'on croyait il y a 2 ans quand elle a commencé. Donc il faut prendre des mesures radicales, d'abord parce qu'une crise du logement, c'est une crise de l'investissement privé, au-delà de notre secteur et de notre monde, c'est une crise de l'investissement privé, c'est une crise de la constitution du patrimoine par les ménages, et puis ensuite parce qu'on le sait, on a structurellement des besoins de logement qui augmentent, pour des raisons démographiques, pour des raisons migratoires, pour des raisons de décohabitation. Enfin, on a besoin de plus de mètres carrés pour loger, y compris le même nombre de gens. Et donc, en ce domaine, tout retard pris ne se rattrape pas. Et si on regarde dans l'histoire, justement, il y a eu des périodes où on construisait plus. Après la Première Guerre mondiale, on n'a pas construit pendant l'entre-deux-guerres quasiment. Dans les années 90, pendant la dernière longue crise, finalement, on s'est dit que c'était pas si grave, que les prix baissaient, donc ça devait vouloir dire que les gens arrivaient à se loger. Et donc, on a laissé passer des années qui étaient avec des points bas, moins bas qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais enfin, on a laissé passer des années où on construisait moins. Et dans les années 2000, on s'est réveillé en disant « il manque des logements, les prix explosent ». On est en train aujourd'hui de recréer comment dirais-je, un marché de rareté et un marché de rehausse de prix pour la période à venir. Et c'est pour ça qu'il faut réagir maintenant. Et la France, de ce point de vue-là, est dans une situation qui est la même que ses concurrents d'un point de vue, que la même que les autres pays d'un point de vue financier. Ça, je suis d'accord. Effectivement, on a connu la même hausse des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, la crise du logement qu'on a en France, et en tout cas la crise du secteur, est à peu près la même. Enfin, on verra, je ne sais pas ce que vous direz sur la Suisse, peut-être qu'il y a un Eldorado suisse, mais quand on parle à des confrères, si j'ose dire, allemands ou anglais, ils ont connu un peu la même difficulté. En plus, eux, ils ont des modèles où il n'y a pas la VFA, qui est plus intense en capitaux, et donc c'est très très violent quand ça se retourne. Mais par contre, eux vont en sortir peut-être plus vite que nous, parce que d'une part, il ne va pas y avoir le handicap financier de la dette publique. En France, on a un problème qui est que notre écart avec l'Allemagne est en train de croître, et donc la baisse de taux en Europe, on va moins en profiter que les autres. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, que chez nous, il y a quand même un malthusianisme de l'offre qui est fort. Et je dirais qu'on a connu 3 périodes récentes. Il y a la période jusqu'au confinement, où il y avait du financement et des PC. Rétrospectivement, c'était merveilleux. On ne s'en rendait peut-être pas compte sur le moment parce qu'on est tous pris dans le côté hyper concurrentiel. Nous sommes un des secteurs les plus concurrentiels qui soit, peut-être même trop concurrentiel. Contrairement aux gens qui croient que c'est cartellisé la promotion, pas du tout. Donc on a eu une période où il y avait des financements et des PC. Après, il y a eu 2022 où il y avait du financement, où il n'y avait plus de PC. Et maintenant, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de PC. Donc il faut qu'on en sorte, quoi. Et il faut qu'on en sorte vite, parce qu'encore une fois, je le disais, la machine met du temps à redémarrer et le retard pris ne se rattrape pas. Merci beaucoup Cédric de Lestrange. Quentin Épinay, j'aimerais également vous entendre à la fois présenter évidemment Basile et votre groupe, et un peu votre regard sur quels sont les défis et les enjeux du secteur de la construction, de la promotion, pour essayer justement de répondre à ce besoin, notamment ce besoin de logement.
Merci Adrien, bonjour à tous, absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Quentin Épinay, ma mission initiale c'est de diriger le groupe Comptoir Immobilier, qui n'est pas le comptoir immobilier français, comme l'a dit Adrien. Nous sommes un groupe immobilier diversifié, à la base des gérants, régisseurs, ce qu'on appelle en France le syndic. Nous sommes également développeurs, promoteurs immobiliers, tant de résidentiel que de commercial. À notre petite échelle suisse, nous sommes un des leaders du marché roman, donc nous avons livré 2000 unités résidentielles sur les 3 dernières années. Nous sommes également courtiers et nous offrons une multitude de services en immobilier commercial, en facility management. Nous sommes également actifs aussi dans le courtage en financement, la caution locative et une série d'activités. Nous avons également une filiale qui s'appelle Forbes Global Properties Swiss and Alps, qui est la représentante du réseau Forbes Global Properties pour la Suisse et les Alpes françaises. Je suis moi-même un des fondateurs du réseau Forbes Global Properties en association avec le média Forbes. Et ici au Salon Rent, j'ai le plaisir de représenter ma petite start-up, le portail Basile, B-A-Z-Z-I-L-E, qui est un nouveau type de portail immobilier 100% mobile qui s'adresse à la nouvelle génération et qui s'est construit sur cette expérience que j'ai d'agent immobilier, de courtier ou de gérant, où nous sommes parfois un petit peu pris à la gorge par les coûts que représentent eh bien, je dirais les budgets marketing et de diffusion d'annonces pour les professionnels de l'immobilier. Et le but de Basile, si vous voulez, c'est d'offrir une diffusion dynamique qui s'appuie sur l'IA, totalement gratuite et facturée au succès, c'est-à-dire diffusion gratuite et facturée au succès lorsqu'il y a des contacts transmis dont les coordonnées sont vérifiées. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Maintenant, concernant les challenges qui concernent le domaine de la construction, je ne suis pas moi-même promoteur en France, mais j'ai un regard un petit peu comparatif. Et pour rebondir sur votre propos, je ne pense pas qu'il y ait un Eldorado suisse, mais il y a des conditions cadres qui sont favorables à un bien-être économique, à une stabilité économique et politique. Celle-ci favorise une répartition des richesses qui est saine, et cette répartition des richesses permet à une classe moyenne d'être plus solide financièrement et aux classes, on va dire, plus challengées économiquement, à avoir accès à des systèmes d'aide qui ne sont pas des dispositifs ponctuels, mais qui sont plutôt des mesures à l'échelle nationale et qui sont stables dans le temps. J'imagine que la stabilité dans le temps du contexte économique, fiscal et politique est un élément clé pour les promoteurs immobiliers, puisque le cycle de développement d'un projet peut être relativement long entre le moment où on se positionne sur du foncier, le moment où on obtient les autorisations de construire et le moment où on peut sortir le projet. Il y a bien sûr des fluctuations économiques qui sont inévitables, mais si les fluctuations politiques viennent changer drastiquement les règles qui s'appliquent, que ce soit, encore une fois, au niveau fiscal, que ce soit au niveau des éventuels dispositifs à la disposition des acquéreurs pour effectivement sortir ces produits, j'imagine que c'est difficile d'avoir une planification financière sécurisante et puis évidemment de répondre aux besoins de la population, ce qui est très important. Je voudrais préciser, je vous parlais tout à l'heure de Forbes Global Properties, c'est un réseau d'immobilier de standing, mais au niveau du comptoir immobilier, nous développons et nous gérons des logements d'utilité publique, des logements sociaux qui ont des appellations différentes en France, donc on est sensible aux deux domaines. C'est sûr, aujourd'hui, je vois qu'on a en France un impôt sur les sociétés qui est relativement élevé, à 25%. Je vois qu'on a des taux d'intérêt qui sont eux aussi relativement élevés, sauf erreur le taux directeur à 3,75%. Je vois tout cela et j'ai l'impression qu'à chaque quinquennat, il y a des changements radicaux en termes de politique fiscale, mais je me dis, mais comment voir devant, au-delà des 5 prochaines années au début du quinquennat, mais c'est un casse-tête, et tout ça, effectivement, j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites, parce qu'il y a une prise de risque au bénéfice de la population qui est bien réelle. C'est vrai que de l'autre côté de la frontière,
On a un taux directeur qui est de 1% en ce moment. On a des taux fixes hypothécaires à 10 ans qui sont entre 1,5 et 2%. On a une TVA qui est à 7,7 et pas à 20%, et un taux d'imposition des sociétés qui est entre 12% et 21% selon les cantons. Donc, non, mais pourquoi je dis ça? C'est pas du tout pour avoir un propos, c'est plutôt pour dire, plutôt que d'encourager des actions incitatives ponctuelles ou ciblées, moi je voudrais voir, parce que je suis aussi français de par ma maman et on est actif en France, je voudrais voir l'État trouver une stabilité dans sa politique fiscale. Je voudrais arriver à voir une politique monétaire qui soutienne l'économie durablement, qui permette à la population d'avoir une santé économique plus forte et mieux répartie, ce qui soutiendra l'activité de la construction de par une demande qui peut se financer, qui a les moyens d'assumer ses acquisitions immobilières et de par, je dirais, une capacité de planification financière plus sécurisante pour les acteurs de l'immobilier qui répondent aux besoins de la population. Donc c'est un peu des considérations générales, mais je suis sûr qu'il y a là quelques clés. Et on est effectivement à un point très bas en ce moment au niveau du marché de la construction, du marché immobilier. Mais une fois, quand on est au plus bas, la seule direction dans laquelle on peut aller, c'est vers le haut. Donc on se réjouit de cette reprise. Et pour finir, pour conclure là-dessus, je pense qu'une plateforme comme Basile, qui a pour vocation de soutenir les professions immobilières, c'est-à-dire de créer de la valeur et pas de saisir de la valeur au passage, je pense qu'on a un rôle à jouer. Parce que si les acteurs de la transaction immobilière ont des charges qui sont plus modérées et qu'elles sont dans un contexte économique plus porteur, elles pourront fournir leurs prestations également peut-être à moindre coût pour les promoteurs et les développeurs. Et puis on aura une sorte de cercle vertueux, de dynamique positive au bénéfice de toutes les parties prenantes du marché. Merci beaucoup. Ça défriche un peu la seconde question. On est dans une période qui est extrêmement politique. Elle l'est déjà aujourd'hui parce que a eu lieu les élections américaines. Elle l'est parce qu'on est en pleine période de vote du budget. Et moi qui dirige Immo Matin, depuis ce matin, les seules questions qu'on m'a posées, c'est à quelle sauce va-t-on être mangé? Est-ce qu'on va avoir le droit à notre PTZ? Est-ce qu'on va raboter ou rajouter des droits de mutation? Et donc ma seconde question, elle est politique, c'est finalement, et peut-être de stabilité politique, elle est finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui qu'est-ce que le législateur pourrait proposer avec la crise de la dette que nous connaissons pour que justement, pardon, je dois mal tenir mon micro, pour que justement on puisse permettre de construire c'est pas de ma faute. J'en ai fini avec la question. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le législateur pourrait faire pour aider à construire aujourd'hui en France? Si j'ose donner un tout petit complément en réponse à cette question. Je t'en prie. Ça marche le micro? Oui, très bien. Alors tout à l'heure on parlait des droits de mutation et de cette question de relever les droits de mutation. Je pense qu'il est important pour le législateur et pour les collectivités publiques de faire la nuance entre des actions qui amènent un gain immédiat mais représentent un coût durable pour, je dirais, le dynamisme et l'attractivité de leur région. Et typiquement, vous avez, sauf erreur de ma part, des droits de mutation qui sont de l'ordre de 7% en France. De l'autre côté de la frontière, ils sont plutôt de l'ordre de 3%, parfois de 1%. Et ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que ce ne sont pas des montants qui ne vont pas à l'administration, c'est des montants qui restent en main des acteurs de l'économie immobilière et qui leur permettent d'être plus dynamiques et donc ensuite de représenter une assiette fiscale plus importante pour l'administration et encore une fois de nourrir ce cercle vertueux. Et une dernière considération au risque de m'aventurer sur une pente glissante, c'est vrai qu'on se moque souvent de nous, les Suisses. On dit les Suisses, vous êtes un peu lents, vous êtes un petit peu... voilà, les choses chez vous, ça avance doucement, c'est pas réactif. Oui, parce qu'on a une démocratie directe. Donc ça veut dire qu'on vote pour des décisions
Et le rôle du politique est d'appliquer ces décisions. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a moins de culte de la personnalité, c'est moins important au final qu'est le politique, mais ce qui est important, c'est les décisions. Et quand on prend des mauvaises décisions en tant que peuple, c'est-à-dire on vote pour une mauvaise décision, ben on ne peut pas jeter la pierre aux politiques puisque c'est nous qui avons pris la décision. Donc on doit vivre avec et s'adapter. Et typiquement, les questions de politique fiscale sont soumises au vote populaire. Ça veut dire que une fois qu'un principe est établi, le changement de politique ne donne pas lieu à un changement de politique fiscale. Et ça permet à l'entrepreneur d'avoir une planification, une visibilité à long terme. Et bien souvent, on nous dit « Ah, mais vous êtes un tout petit pays, ça ne marchera pas autre part », et puis on écarte le sujet d'un revers de main. Mais je pense que s'il y avait une vraie considération pour le bien-être et de la population et de l'entrepreneuriat qui joue un rôle clé pour le bien-être de la population, on considérerait certaines de ces idées. Merci. Cédric, je vous laisse répondre. Oui, alors après une telle leçon de gouvernance publique, malheureusement, on se sent très, très médiocre collectivement. Et on n'atteindra pas du jour au lendemain les différents agrégats macroéconomiques suisses que vous avez décrits. Mais il y a quand même moyen de prendre les bonnes décisions et pas les mauvaises aujourd'hui. Et vous disiez qu'est-ce qui peut advenir comme décision publique ? Moi, je dirais que d'abord, il y a un cadre général qui est qu'il ne faut pas que la question de la dette publique vienne durablement, par effet d'éviction, étouffer l'activité économique. Et le raisonnement actuel qu'on voit depuis le début du débat budgétaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, finalement, je n'ai pas trop trouvé les économies parce que je ne les ai pas vraiment cherchées. Alors, la question des économies dans le fonctionnement de l'État est un dada personnel. J'y travaillais il y a 15-20 ans et à l'époque, j'avais en face de moi une dépensière en matière d'enseignement supérieur. Mais en tout cas, c'est possible. Quand on veut réduire les effectifs, quand on veut réduire les dépenses, c'est possible. C'est vrai pour l'État. Et si on rentrait dans une bonne dynamique, plutôt que de se faire massacrer par les agences de notation tous les mois, eh bien, il y aurait une crédibilité qui ferait que ce spread entre la France et l'Allemagne se réduirait et on pourrait espérer profiter de la baisse de taux, alors que j'ai peur qu'on n'en profite pas cette fois-ci. Et puis, c'est aussi vrai pour les collectivités locales. Et vous parliez des droits de mutation. Bon, effectivement, se dire j'ai des dépenses qui sont stables, voire qui augmentent, et puis j'ai moins de recettes de droits de mutation... la réponse consistant à dire je vais augmenter les droits de mutation, elle est stupide. Dans une période où il ne faut pas tuer l'assiette fiscale qui déjà est difficile. Donc non, il ne faut pas augmenter les droits de mutation, il faut baisser les dépenses des collectivités concernées. Voilà. Sauf qu'on est en train de prendre le chemin inverse. Donc c'est ça qui m'inquiète, pour être honnête, qui m'inquiète à la fois dans le débat budgétaire global, on reviendra après, je pense, aux mesures spécifiques à destination du logement, et dans la question des finances des collectivités locales. Et c'est vrai que je trouve qu'on est en train d'inventer ça. Demain, dans les débats à venir, dans les prochaines semaines, on voit aussi qu'il y a toujours cette idée qu'on va réformer la taxation des plus-values immobilières, etc. C'est le meilleur moyen de figer le marché. Sur le papier, on vous dit ça va rapporter tant de plus, ça rapportera tant de moins. Parce qu'en réalité, les gens s'adaptent et ça fige le marché et ils ne vendent pas. Donc augmenter la taxation des plus-values immobilières, c'est le meilleur moyen que les gens ne vendent pas et que les biens ne circulent pas. Augmenter les droits de mutation, c'est pareil. Donc il faudrait surtout avoir une vision de stabilité fiscale. Alors vous êtes un peu dur avec la France quand même. Il y a eu des efforts de stabilité fiscale. La baisse du taux de l'IS, elle a été engagée il y a 7 ans. Pour l'instant, elle est préservée. Et c'est quand même une bonne chose pour l'activité économique. Donc je pense qu'on apprend un peu de nos erreurs passées. Mais enfin, le débat actuel, de ce point de vue-là, effectivement, il est inquiétant. Julie Duroujoux, j'aimerais vous entendre sur ce qu'il y a des messages peut-être à faire passer aux législateurs pour qu'il y ait de la stabilité, pour que vous puissiez évoluer et rendre un peu plus dynamique le marché de la construction. Alors on parlait de stabilité, c'est la fin du Pinel par exemple, c'est au nom de la stabilité qu'il y a la fin du Pinel. Donc je ne suis pas sûre que le sujet de la stabilité aujourd'hui, ça soit tout à fait le nœud. Par contre, en effet, il faut regarder les outils qu'on a et comment on les adapte.
moi, c'est le premier message, il est un peu le même que celui de Quentin et de Cédric, c'est-à-dire qu'on a beau augmenter des taxations ou supprimer ce qu'on appelle des niches fiscales ou des facilités fiscales, en fait, quand il n'y a pas de transaction, ça fait quand même zéro à la fin. Donc c'est un vrai choix politique de se dire est-ce qu'on raisonne à court terme ou au contraire est-ce qu'on soutient cette activité. Alors côté accession, on va dire qu'on est confiant sur le PTZ et c'est un vrai booster et on espère que les annonces qui ont été faites sur la généralisation vont être maintenues. Il y a un autre sujet qui est celui du LMNP où moi je trouve qu'on mélange un peu tout. Parce que dans le LMNP, il y a ce sujet du LMNP Airbnb qui, en effet, est un vrai problème dans les zones tendues. Mais le LMNP, c'est aussi le logement étudiant, c'est aussi le logement senior. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une volonté étatique de généraliser sur tous les produits de logement, sur tous les territoires, qui est assez délétère, en fait. Et je pense que ce sujet-là... l'État ferait mieux de déléguer aux collectivités locales et chacune selon leurs problématiques, comment ils souhaitent moduler cette intervention. Et puis, c'est vrai que l'État, la puissance publique n'a pas de moyens infinis. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse à des dispositifs qui finalement ne coûteraient pas grand-chose à la puissance publique. Moi, j'en ai deux en tête, parce qu'on a parlé de la crise du financement de la demande, mais il y a une crise de l'offre aussi. Cette crise de l'offre, elle est liée notamment au fait qu'il est toujours très compliqué d'obtenir des permis de construire, même si... certains élus commencent à être directement interpellés par leurs administrés et commencent à se pencher sur le sujet du logement de manière plus... Et je dirais retrouvent un certain intérêt, mais c'est encore timide. Mais je pense qu'il y a des choses à faire dans le droit de l'urbanisme pour faciliter la production de logements. Un exemple très, très pratico-pratique, mais aujourd'hui, on sait que le gros du foncier disponible va être dans des friches industrielles, des friches commerciales. Et en fait, aujourd'hui, le droit de l'urbanisme, bien souvent, pas de manière générale, mais bien souvent interdit de fait de faire du logement dans ces zones. On est un peu schizophrène. Donc, il y a quand même des mécanismes à regarder qui sont des purs mécanismes de droit et qui ne sont pas en lien avec la fiscalité ou la dépense publique. Je pense à un autre sujet, j'en parlais tout à l'heure, le sujet des OFS, du portage du foncier, en fait, qui est fait à travers notamment la Caisse des dépôts, et donc pas par l'État, qui pourrait être sans doute généralisé sous certaines conditions. Pour faciliter d'autres modes de détention. Voilà, donc voilà deux exemples, mais il y en a d'autres sur des panels qui doivent en fait libérer l'offre et je dirais libérer les initiatives sur la manière de financer le logement ou en tout cas de rendre les futurs propriétaires ou les locataires, c'est donc les investisseurs, solvables vis-à-vis de la demande. Merci. Norbert Fanchon. Alors moi, il y a une chose qui me rassure, Quentin, c'est que vous avez récupéré notre ministre de l'économie. Maintenant, notre ministre de l'économie enseigne l'économie en Suisse, donc je crois que vous avez de belles années devant vous et comme c'était le plus brillant d'entre tous. Voilà, c'est. On se reverra dans 2-3 ans et on vous dira on a des taux à 2 ou 3. Et voilà, vous nous direz. Pour équilibrer les choses, je voudrais juste préciser qu'en Suisse romande, ça ferait hurler en Suisse, mais au final, c'est le Grand Paris, vous savez, culturellement. Ah bon, voilà. Je n'y vais pas suffisamment pour réagir.
En fait, on n'est pas dans l'automobile. Alors, on se plaint, c'est difficile, mais on n'est pas dans un raz-de-marée de la voiture chinoise électrique. On fera toujours de la transaction en France, on fera toujours du logement neuf. On fera toujours autour de 800 000 transactions, on fera toujours autour de 250 000. 250 000, c'est à peu près le point bas quand on additionne la maison, la promotion, le locatif social. Donc, comment on fait dans ce marché-là? Moi, je positionne le groupe Gambetta dans cette logique-là parce que je n'attends rien du politique. Et pour reprendre une autre citation qui n'est pas de moi, c'est « arrêtons de nous emmerder ». Si vous ne voulez rien faire pour nous, ce qu'on a bien compris, parce que déjà le PTZ, on va voir comment c'est écrit, report des normes, la ministre déclarait hier à l'IFPIM, donc on va rentrer dans la RE 2025 dans 2 mois, donc elle allait réfléchir au sujet, donc ça veut dire que c'est foutu. Que le Pinel, il sera peut-être prorogé de 3 mois seulement pour faire une réservation, il faut l'acter avant le 31 mars. Si il y a un amendement qui est passé, mais pour que cet amendement passe, il faut qu'il soit dans la loi de finances. Et si la loi de finances passe le 25 décembre, vous imaginez que les réservations qui seront faites, les gens ne vont pas acheter et mettre une condition suspensive, ou s'ils le font, on n'a aucun intérêt à le faire. Donc, je suis un peu dur, mais en fait, la politique du logement, du gouvernement, ce que je comprends, ce que je n'ai pas compris, c'est la baisse des taux. L'alpha et l'oméga de la politique de ce gouvernement, c'est la baisse des taux. Donc ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de la ministre, mais c'est pas comme ça que ça va changer structurellement le volume. Et Julie a raison, il y a des solutions qui pourraient être très généralisées, industrialisées, mais on n'ira pas là-dessus. Comme on n'ira pas là-dessus avant un nouveau cycle politique, en tout cas c'est moi ce que j'imagine, eh ben, faut qu'on s'accroche, qu'on revoie tous nos façons de faire. Là encore, je redis, c'est pas la fin du monde, c'est surtout ça moi qui m'intéresse, parce que faire des efforts, restructurer les entreprises, faire de l'innovation, imaginer comment on peut travailler plus dans le digital, s'il n'y a pas de marché demain, ça sert à rien. Seulement, il y a un marché demain, il faut juste qu'on change notre façon de faire. On ne sera pas tous indemnes à la sortie de cette période-là, qui a commencé il y a 2 ans, et vous comprenez que dans mon discours, pour moi, elle finira, ou enfin en tout cas, on aura remonté au-dessus du niveau d'eau plutôt en 2028. Voilà, il faut revoir l'équation, mais c'est grave, mais c'est pas mortel. Quentin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie politique? Sinon, on peut passer à la 3e question. Non, tout simplement, tout simplement, et qu'effectivement, j'adhère aux propos selon lesquels il y a d'autres axes en dehors de l'aspect fiscal, en dehors de la politique monétaire, les lourdeurs administratives, les restrictions parfois trop importantes en termes de zonage du territoire et de foncier constructible. Je ne suis pas un expert sur le sujet de ce côté-là de la frontière, mais c'est des problématiques qu'on rencontre, et pour le coup de manière tout à fait égale côté suisse, peut-être même un petit peu plus lourde de l'autre côté, parce qu'il y a ce côté long là qui effectivement s'exprime. Et là, c'est le partenariat public-privé qui doit trouver un moyen de s'exprimer. Et pour ça, il faut avoir un regard à long terme. Vous parliez pas d'une sortie de crise en 2028, mais d'un point hors d'eau en 2028. Alors dans ce cas, on évitera le... Je réagissais sur le mot crise. Je crois que je suis né en 1973. Donc moi, ça fait 50 ans que je connais le mot crise. Donc il y a des cycles. Est-ce que c'est une crise? Non, je ne crois pas. Voilà. C'est violent, mais c'est un cycle et il faut s'adapter. Donc, comme tu dis, on descend, on monte au-dessus de la piscine. C'est la vie. Ce qui ne tue pas rend plus fort, et si au niveau politique on arrivait à sortir des logiques électoralistes et d'avoir une logique plus de vision à long terme, je suis sûr que les politiques seraient différentes et plus durables, mais là on est vraiment dans le structurel du modèle politique, et c'est des suggestions pour lesquelles je me fais taper sur les doigts, donc je m'arrêterai là, mais en tout cas j'espère avoir l'occasion de participer, ne serait-ce qu'avec une petite goutte d'eau, à l'amélioration de la situation de ce marché de la construction et de l'immobilier français. Merci beaucoup. Je crois qu'on va bientôt arriver au terme de cette conférence. Alors j'aimerais vous poser une dernière question.
quand on a échangé ces derniers mois avec notamment les promoteurs, ils ont eu du stock, ils ont porté du stock. Il y a la Caisse des dépôts qui a racheté un certain nombre de logements. Aujourd'hui, on est au Rent avec tous les acteurs de l'immobilier, de la PropTech, de la transaction. Comment on pourrait améliorer notamment la production que vous portez, vous, qui n'est pas que du résidentiel, hein, qui est du social, qui peut être du commerce. Comment on pourrait améliorer le partenariat entre les producteurs et les vendeurs qui sont au contact finalement de l'offre, des besoins du public? Est-ce que il y a une amélioration à avoir dans ce partenariat entre les agents immobiliers, les mandataires et vous, les producteurs, les promoteurs? Julie Derougeau. De manière très, très rapide, je pense qu'il y a deux axes. Vous êtes beaucoup plus proche des clients que nous pouvons l'être, parce que nous, on l'est juste en tant que promoteur, que ce soit en logement, hein, ou sur d'autres actifs. Finalement, le neuf, c'est une toute petite part des transactions. Donc vous avez une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus fine. Et donc avoir alors je ne sais pas lequel, mais un mécanisme dans lequel il y a un échange beaucoup plus fourni sur les besoins, les attentes de nos clients, qui nous aiderait à faciliter, nous aiderait à mieux réfléchir sur les produits, que ce soit sur des manières générales ou sur des localisations particulières. Ça peut être un axe de réflexion intéressant. Et le second sujet, c'est évidemment le sujet du financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ni vous ni nous n'avons de temps à perdre sur des clients qui malheureusement ne seraient pas finançables. Et donc la fiabilité du financement des clients, c'est vraiment la première étape par laquelle on doit tous passer avant d'avancer avec nos clients. Cédric de l'Estrange. Je ne vais pas être très populaire ici, mais je pense qu'il y a un enjeu de coût et de gain de productivité aussi chez les partenaires commercialisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commercialisateur, c'est en logement neuf, 3,5% du prix TTC, 4%. La marge du promoteur, c'était 8, maintenant c'est plutôt 6 ou 7. La répartition est pas... Quand on voit la différence de niveau de risque, vous parliez du risque tout à l'heure, la répartition n'est pas juste. Donc il faut que ce soit un monde qui accepte d'être plus efficace pour aller chercher plus vite les clients en les connaissant mieux. Et il y a sûrement des tas d'éléments dans des PropTech qui permettent de le faire pour au moins autant, voire moins cher. Ça va être, je pense, un élément déterminant. Et c'est vrai que ces dernières années... et je pense que des mauvaises habitudes, alors peut-être plus spécifiquement dans le monde de l'investissement locatif, avec les CGP, etc., mais il y a eu des habitudes prises qui consistaient, à mon avis, à rémunérer une performance qui était facile parce que c'était dans des périodes où il y avait les clients. Aujourd'hui, où les clients sont plus difficiles à débusquer parce qu'il faut effectivement, comme le disait Julie, aller chercher ceux qui sont financés, eh bien, je pense que c'est important d'avoir des partenaires qui sont très performants sur la connaissance de leur clientèle, la connaissance de nos produits évidemment, parce que c'est ça qu'ils vendent, la connaissance de la clientèle, de ceux qui sont financés, pour aller les chercher au plus vite. Et je pense qu'en ce domaine-là, les PropTech, l'intelligence artificielle peuvent permettre de progresser énormément. Donc il y a un enjeu. Parce que je complète juste sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les mesures. Il y a un inconnu dont on n'a pas, enfin, il y a un éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé, qui est l'investissement locatif privé. Ce qui fait la différence entre les années, historiquement, entre les années où la promotion faisait 80 000 logements et les années où elle en faisait 120 ou 130 000, la différence, c'est l'investissement locatif privé. Et on voit qu'en France, c'est nécessaire, à la fois parce qu'il faut une offre locative pour les locataires et parce que c'est une constitution de patrimoine et de complément de retraite pour des investisseurs privés, assez classe moyenne en fait. C'est pas du tout une niche pour les riches. Donc il faut relancer ça. Et aujourd'hui, alors là, on ne voit rien qui permette de croire que ça repartira. Et moi, je ne crois pas à un nouveau Pinel. Je pense qu'effectivement, le contexte budgétaire fait que ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit un très bon combat. En revanche, il faut re-rendre l'investissement locatif attractif et faire le statut du bailleur social, du bailleur privé. Ça n'a pas d'impact budgétaire immédiat. On peut vous raconter que c'est une perte de recettes fiscales, mais dans les faits, les gens font autre chose, donc non.
Et puis, rééquilibrer les relations juridiques entre le bailleur et le propriétaire, ça ne coûte rien non plus. Et ça permettrait aussi de recréer de l'attractivité. Et là, il y a des gens qui reviendraient investir. Et ça serait très bien que les partenaires les trouvent et aillent les chercher dans les meilleures conditions. Mais on aura besoin de ce moteur-là aussi. On ne va pas fonctionner seulement avec les accédants et les blocs où on voit qu'on a fait ce qu'on pouvait, mais maintenant, il y a moins de capacité financière. Pour que le marché redémarre, il faut avoir ce moteur-là. Et je pense qu'il va s'organiser différemment avec les nouveaux acteurs et les nouvelles technologies. Merci beaucoup, Norbert Fonchon. Sur cette synergie, j'en vois, en termes de métier, moi j'entends ce que dit Cédric, mais je ne les vois pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes temps. La promotion, alors il faut 7 ans pour faire un projet immobilier, mais en fait, on est dans l'immédiat. On est dans le temps long. 7 ans, et quand on réserve, on va livrer le client 24 à 30 mois après. Vous, quand on vend dans l'ancien un bien, on est à 60, 90 jours. Donc on n'est pas dans les mêmes temporalités. Moi, je pense que ce qui nous rapprocherait, c'est justement de mélanger nos différences. Vous avez un truc assez extraordinaire, moi, qui m'épate à chaque fois, c'est votre capacité à gérer, à industrialiser un métier qui est humain. Et on est à fond dans l'humain, parce qu'on est dans la gestion de syndic, dans la transaction, c'est que de l'humain. Mais pour gagner de l'argent, vous industrialisez à mort. Il faut avoir une taille critique, il faut avoir des process. Et nous, en fait, moi, dans la promotion, je ne les trouve pas, ces process. On est trop à chaque fois dans l'expérimentation, on reproduit des choses sans avoir ce côté processé industriel. Et donc, on perd de l'argent, on perd du temps. Et je crois que c'est plus dans ce savoir-faire qu'on a les uns, que vous avez de processer, et que nous, on a de dire, il faut se projeter dans le temps long, et si on n'a pas sa commission au bout de 60 jours, c'est pas grave. Entre guillemets, c'est pas grave, mais il faut savoir aussi, des fois, attendre 18 mois. Et c'est là où on arriverait à trouver des ponts communs, des passerelles communes, des valeurs communes et des gains de productivité à deux. Merci infiniment. Et Quentin Épinay, pour le mot de la fin, comment améliorer, accroître ce partenariat entre les producteurs de logements ou de biens ou d'actifs immobiliers et les vendeurs? Je n'ai pas de recette toute faite, mais j'adhère tout à fait à votre propos, Cédric, au niveau de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à apporter. Alors je ne peux pas dire aux professionnels du courtage de baisser leur niveau de commission, mais par contre, je peux travailler à les rendre plus dynamiques et plus rentables. Et ensuite, par les lois de la concurrence, sans doute seront-ils amenés à travailler un petit peu leurs tarifs. Non, je pense qu'il y a des dynamiques vertueuses à développer à travers des collaborations entre les domaines d'activité et avec l'État, et en osant s'inspirer de ce qui est pertinent parfois au-delà de nos frontières. Et je parle aussi dans l'autre sens, puisqu'au niveau technologique, ici en France, il y a un vrai vivier d'entrepreneuriat et de développement extrêmement intéressant, de la même manière qu'on s'inspire parfois de ce qui se fait outre-mer et outre-Atlantique. Et cela, ça doit être au bénéfice de tous. Alors là, un petit mot sur notre expérience de syndic, de gérant. Vous parliez aussi du rééquilibrage entre la relation entre propriétaires et locataires. Je sais que les locataires sont extrêmement protégés en France. Ils le sont aussi dans une certaine mesure en Suisse, tout particulièrement à Genève, mais à un tel point que parfois ce n'est plus attractif effectivement d'investir dans l'immobilier pour celui qui en a la capacité. Ça, c'est un problème. Et l'autre problème que je vois, parce que je viens du monde de la régie, c'est que, et sans doute qui a participé à donner parfois une mauvaise réputation à ce domaine d'activité, c'est que le locataire n'est pas considéré, n'est pas respecté par certains acteurs. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais moi, je pense qu'il y a une énorme opportunité à créer de la valeur pour cette immense population, cette immense clientèle qui pourrait avoir un meilleur accès aux services, à la création de valeur par des axes technologiques également, lorsqu'on crée des portails locataires par le biais desquels on leur fournit des prestations qui peuvent aussi être des sources de revenus intéressantes sur la masse
pour les fournisseurs de ces prestations, mais à moindre coût pour les locataires. Et je dirais à travers cette dynamique vertueuse, un locataire aujourd'hui, c'est peut-être, on l'espère, un propriétaire demain. Et ça passe par des saines conditions économiques qui lui permettent d'accéder à la propriété à un moment donné. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. On aura le plaisir de retrouver le compte-rendu dans Immo Matin, mais également dans News Tank City. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci Julie de Roujoux, merci Norbert Fanchon, merci Cédric Delechange, merci Quentin Épinay, et à très vite.